Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. En quelques jours, plus d'1 million d'exemplaires d'un même livre sont sortis des presses. Il ne s'agit pas du dernier roman d'un auteur à succès, mais plus précisément d'un guide, le fameux guide du chemin. Au jour prévu, en quelques heures, la célèbre couverture rouge et bleue fait son apparition à la devanture de toutes les librairies. Des milliers d'exemplaires sont expédiés dans le monde entier à l'attention des futurs touristes qui n'imaginent pas visiter la France sans cette sorte de Bible qui leur permettra, les yeux fermés, d'échanger leurs dollars, leurs livres sterling, leurs escudos, leurs roubles ou toute autre devise contre quelques fines spécialités de la gastronomie française. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui se demande à quoi rêvent les films. Dans cet épisode, je reçois Sarah Yacoub, dont la plume se met régulièrement au service de revues cinéma telles que Rockyrama et La 7ème Obsession, de l'horreur gothique au spleen lynchien, en passant par la teen comédie des années 80. Mon invité multiplie ainsi les champs d'études, sans oublier ses films de chevet provenant du cinéma français. Si vous explorez le compte Instagram de Sarah, vous plongerez dans un vortex de collage pop art, grâce auquel elle fait rejaillir un concentré d'esthétique vintage, où Stéphane Audran et Elvis Presley côtoient des poires Belle Hélène et des aspics aux crevettes, comme dans un cauchemar fiévreux de Paul Bocuse ou de Jean-Christophe Averty. Et c'est justement en brassant ce kitsch et ce cafard si particulier que Sarah en dégage la composante bizarroïde, trop souvent occultée du cinéma populaire français, au détour d'un restaurant routier, d'un parking souterrain ou du sourire d'Alain Delon. Même quand on se maquille, on ne se voit pas. C'est comme de l'horlogerie. Une paupière, des yeux, des cils, des sourcils, des lèvres, une pommette. Mais jamais le visage en entier. Ou juste la surface. Cette fois, j'ai cassé la coquille. Le reste, vous le savez. Vos clients sont là pour ça. Ils doivent vous en parler. Les rides, chaque trait qui se marque davantage, qui devient comme la caricature de vous-même. Et derrière ces signes, l'angoisse, la peur de vieillir, la mort. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors Merci. tu as choisi 3 films français, on va avoir un programme 100% français, c'est une première dans Bizarroïde. 3 films qui devraient donc être dans un décor familier, dans une atmosphère familière, mais on va voir qu'on va progressivement dériver vers le bizarroïde, vers quelque chose de plus en plus étrange. C'est pourtant des films français dans lesquels on va croiser des personnalités emblématiques du cinéma français des années 70 et 80. On va avoir du Louis de Funès, Claude Zidi, Jacques Demy, Francis Huster, Coluche, et on va commencer avec un film dont les 2 têtes d'affiche sont quand même Annie Girardot et Alain Delon, puisqu'il s'agit de Traitement de choc, un film de Alain Jessua sorti en 1973. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de Traitement de choc ? Traitement de choc, c'est un film fantastique social français. C'est assez rare pour être relevé, avec 2 superstars en tête d'affiche, comme tu l'as mentionné, Alain Delon, dont la collaboration avec Jean-Pierre Melville touche à sa fin, puisque c'est un film post-décès de Melville, et Annie Girardot qui est au sommet de sa popularité. Quant à l'histoire, donc Annie Girardot, elle joue Hélène Masson, qui est une femme d'affaires qui est en surmenage et qui se remet difficilement d'une peine de cœur, et qui intègre une clinique privée dans le Morbihan, qui est tenue par Alain Delon, qui est le docteur Devilliers, qui tient cette étrange clinique pour personnes aisées, on l'aura compris, qui a un programme assez hermétique de remise en forme de ses patients et de ses patientes. Et Hélène Masson, au fur et à mesure, découvre des éléments qui l'interpellent aux alentours de cette clinique et dans la clinique, que ce soit par rapport au comportement de certains patients, patientes, comportement uniformisé, ou des éléments qui concernent en fait des travailleurs immigrés portugais qui travaillent tout autant pour Devilliers que dans le village à côté. Voilà la base du fantastique qui s'inscrit dans un récit somme toute très terre à terre. Oui, c'est clairement ça. Même si je trouve ça c'est intéressant le décalage, il y a une musique un peu bossa nova, d'ailleurs sur lequel Jessua lui-même a travaillé, il me semble, puisqu'il est d'origine portugaise lui-même. Ça apporte quelque chose d'assez exotique dans le film, on commence comme ça, et le décalage c'est qu'on est dans un décor effectivement entre Belle-Île en mer, il me semble, ils ont tourné sur la côte de Quiberon, donc on devrait être dans un décor qui est à la fois très familier, à quelques heures de Paris, et en même temps on est déjà dans une sorte de, pas de réalité parallèle, mais on est déjà dans quelque chose d'assez étrange et de coupé du reste du monde dans cette clinique, où t'as l'impression qu'elle peut pas en sortir. C'est ce type de récit avec un
personnage qui est un peu enfermée dans un lieu parce qu'elle en sait trop et à partir de ce moment-là, on veut plus la laisser partir, même si c'est très ambigu sur les comportements de ses antagonistes. C'est pas des antagonismes francs avec des personnages qui veulent l'éliminer immédiatement ou la réduire au silence par des médicaments, par le traitement. C'est beaucoup plus ambigu que ça et bien évidemment en prenant un personnage comme Alain Delon, j'ai su assez qui va donner à Annie Girardot un antagoniste très charmant, très charmeur. Donc ça joue sur toute cette ambiguïté jusqu'à effectivement la conclusion du film qui elle entérine totalement le côté menaçant de ce lieu et la dimension oui quasi fantastique du film, on va dire entre de la science-fiction d'une certaine façon parce qu'il y a un côté fonctionnement de groupe, petite société dysfonctionnelle, donc on est presque dans une sorte de petit échantillon d'une dystopie, d'une représentation d'un futur proche absolument cauchemardesque et on est dans quelque chose de fantastique puisque il y a même à la fin du film le mot vampire qui est prononcé par un enquêteur à la toute fin du film. Est-ce que c'est justement parce que c'est d'une certaine façon un film de genre français sans en avoir clairement l'air, qui avance un peu masqué mais qui arrive à s'accommoder du problème qu'on soulevait à l'époque du décor français? Est-ce qu'on peut ou non faire des récits de genre, des récits de science-fiction, des thrillers, des films fantastiques dans un décor trop familier aux Français? T'as cité Jean-Pierre Melville déjà, on disait que Jean-Pierre Melville, sa force c'était d'avoir réussi à importer des codes américains dans le Paris gangster des années 50-60. Ça fait partie de ce qui a décidé de ton choix du côté un peu atypique du traitement genrifique dans le décor français? Oui, carrément, parce que déjà, le genre en France est réexploré ces derniers temps. Bon, après, c'est une autre question, ce qu'on met sous la coupe de ce terme de genre, qui est très vaste, qui peut être discutable, mais le fantastique français, c'est quelque chose qui me fascine, surtout le fantastique de cette époque. Alors, c'est vrai que, étonnamment, les trois films dont on va parler aujourd'hui, ce sont des films soit de la France de Pompidou ou de Giscard d'Estaing. Donc, c'est sur ces quelques années-là, de la décennie 70 ou début 80, non, Parking, Non, c'est un Parking, c'est petit peu plus 85. tardif. On est déjà Voilà. sous le premier mandat de Mitterrand, ouais. Et ce que j'aime particulièrement avec Jesua, au-delà du fait que ces films, en fait, il y a une fenêtre de tir qui est assez brève dans sa carrière par rapport à la qualité de ses films, et Traitement de choc fait partie des bons films de Jesua, enfin, qui sont quand même des films imparfaits, c'est le cas de celui-là. Et ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que c'est un film qui ne se déroule pas à Paris. Je suis assez friande de ce type de récit et de ces films français qui vont explorer la France, enfin, le territoire français sous toutes ses coutures. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Chabrol. Ouais, la Et bourgeoisie de là, province, oui, effectivement. exactement. Et là, alors, c'est pas du tout un film chabrolien, mais c'est un film qui parle de la bourgeoisie. Tu parlais de dystopie tout à l'heure, donc ça dépend de quel côté on se situe. Évidemment, si on se situe du côté d'Hélène Masson, le personnage incarné par Girardot, c'est dystopique. Si on se situe du côté des ouvriers portugais, encore plus. Mais ces bourgeois, eux, sont du côté d'une utopie, quelque part. Le personnage de Delon, il est encore ailleurs. Enfin, lui, il est vraiment d'un cynisme affiché, quoi. Donc c'est ça. Et puis la Bretagne, c'est quand même une région française qui est particulièrement mystique. Je trouve qu'il y a déjà un terreau pour ce genre de récit. Enfin, le décor de Traitement de choc, il n'est pas ostentatoire. Enfin, on n'a pas de vieux manoir hanté ou que sais-je. Non. C'est une clinique très froide. Et on est presque plus du côté des décors de Cronenberg. Moi, je pense un peu à Chromosome 3 quand je vois ce film. Oui, ou c'est un décor que tu pourrais imaginer davantage sur la Côte d'Azur, dans un climat plus ensoleillé encore, un idéal de bourgeois, de nouveaux riches que tu associes à la Californie. Ben, on a eu The Substance, par exemple, pour citer un film français, qui doit imiter la Californie grâce au décor de Cannes, d'Antibes, etc., Juan-les-Pins probablement. La mentalité de ces bourgeois, de cette bourgeoisie industrielle, hein, et le côté beau gosse, musclé, qui apporte beaucoup d'attention au paraître, ça parlait davantage à une clientèle de la Côte d'Azur, et surtout que finalement cette clinique qui est très, comme tu dis, cronenbergienne, avec ses décors assez froids, modernes, fonctionnels, ben justement sont finalement l'exact inverse de ce que tu pourrais attendre d'un décor qui se passe en Bretagne. C'est-à-dire qu'on fait pas du tout appel au fond païen, paganiste que tu pourrais avoir en Bretagne. Il va en être question vaguement, elle ouvre une sorte de livre, comme on ouvre un vieux grimoire à un moment dans le bureau de Alain Delon, Annie Girardot, sur lequel on voit des pratiques cannibales, mais qui viennent plutôt de tribus de la forêt amazonienne, il me semble. Il n'y a pas l'équivalent dans le film, comment dire, folk horror bretonne. Alors que le décor pourrait appeler à ça, tu vois. Cette clinique, on pourrait te dire qu'elle a été construite sur un ancien village de druides ou je ne sais quoi, où on cherchait déjà cette quête de la jeunesse éternelle. Toi, avec ta culture, tu peux peut-être projeter ça sur les décors minéraux, sur les grands décors de granit autour de la clinique, mais c'est pas du tout exprimé par les dialogues ou par un moment du scénario, quoi. N'empêche que ce décor de granit dont tu parles participe beaucoup à l'atmosphère qu'il y a autour de cette clinique. On peut parler aussi de
la lumière grisâtre de Long, pendant le vol en avion, il me semble qu'il mentionne le fait qu'il fait moche, que le ciel est gris, etc. Donc il y a quelque chose d'assez pesant qui est véhiculé par le paysage. Et c'est un paysage très vaseux, ce sont des rivages vaseux avec des algues. D'ailleurs, ils mangent des algues dans leur régime peu ragoûtant, proposé par la clinique. D'ailleurs, ce régime, les patientes de la clinique s'en détournent et il y a une scène culinaire, comme quoi, je l'ai pas fait exprès, en mettant ce film en lien avec la cuisse. Donc il y a une scène culinaire dans un troquet où ils se délectent de homards, de homards, de crevettes. et il y a quelque chose déjà dans cette scène de repas, il y a presque quelque chose d'anthropophage. Enfin, elle est assez inquiétante, en tout cas de mon point de vue. On parlait des registres du film, donc on peut le qualifier de film fantastique social, film de vampire évidemment, et film cannibale quand même. C'est quand même assez rare dans le paysage du cinéma français. Et puis on n'en a pas parlé, mais quand même, la bande-annonce du film capitalise sur ce moment, une scène qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque de la sortie. On voit tout de même Alain Delon courir à nu sur une plage et s'en donner à cœur joie et rejoindre toute une assemblée de joyeux personnages qui sont éclaboussés par les vagues. Donc c'est une scène assez incongrue qui participe à traitement de choc. Quand tu parles de cannibalisme, c'est vrai, bon là on dévoile un peu le dénouement du film, le résultat de l'enquête de Annie Girardot, parce que c'est un film d'enquête, hein, c'est quand même un personnage qui n'est pas un enquêteur professionnel, qui se retrouve au gré des circonstances à devoir mener son enquête. Je trouve que c'est toujours intéressant cette formule dans un film où tu suis ce personnage, tu vas énormément t'identifier à lui, plus peut-être que si c'était un enquêteur professionnel, tu vas angoisser toi aussi, te demander si je me retrouvais dans cette situation, si je me retrouvais dans ce décor, est-ce que je serais passif? Est-ce que j'éviterais de me poser des questions? Est-ce que j'irais chercher des questions? À quel moment je m'arrête pour pas m'attirer trop d'ennuis? Apparemment, Alain Gessua, d'après ce que j'ai lu, ça lui est venu cette idée quand lui-même était dans une espèce de clinique de repos, de diète, de thalassothérapie. Je sais pas si c'était en Bretagne, mais en tout cas, un moment où il commençait vraiment à s'ennuyer et son esprit a commencé à gamberger et à imaginer, mais si jamais je pouvais pas partir de ce lieu, si on me retenait prisonnier dans ce lieu, si je pouvais pas regagner Paris, je pouvais pas reprendre ma vie professionnelle, quelle angoisse ce serait, quoi. Et donc, du coup, il se projette sur ce personnage de Hélène qui est joué par Annie Girardot. Effectivement, ce qu'elle va découvrir, c'est quelque chose qui est en rapport plutôt indirect avec le cannibalisme, avec une forme de cannibalisme. Moi, je trouve que c'est ça qui est assez fort dans le film, c'est que on est dans quelque chose qui est apparenté au fantastique, qui peut même s'apparenter d'une certaine façon à l'horreur. C'est-à-dire que tu verrais très bien le même scénario traité aujourd'hui par un studio indépendant, qu'il soit français ou américain, qui reprendrait ce projet en y apportant davantage d'éléments horrifiques. D'une certaine façon, c'est un peu ce qu'a fait Gore Verbinski avec A Cure for Life. C'était Aurélia Mangin qui avait choisi de parler de Cure for Life. C'est pas exactement le même scénario, mais on est sur les mêmes enjeux de jeunesse éternelle et on a aussi un personnage qui peut pas sortir de la clinique, sauf qu'on est dans une photo, tu sais, verdâtre, vraiment des images horrifiques qui scandent le film régulièrement, toutes les 15 minutes. Plus à la fin, il y a vraiment un déchaînement qui ramène le film vers le gothique. Donc oui, on pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus horrible et de beaucoup plus horrifique. Et c'est vrai que ce que tu dis sur la scène avec les homards, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui te dérange et c'est vrai que c'est une forme d'horreur un petit peu insidieuse qu'il y a dans le film. C'est vrai que l'horreur, elle est quand même présente, les images dérangeantes sont quand même présentes dans ce film, dans cette scène, dans d'autres scènes. C'est-à-dire que tout ce qui devrait nous paraître sain, Gessua arrive progressivement à te montrer le côté étrange. Si tu vas voir le film, tu sais que tu vas voir un thriller. Si tu sais où tu mets les pieds, bien évidemment, tout a une connotation étrange dans le film, évidemment. Mais je trouve que la moindre séquence où on lui apporte des soins, même si de prime abord ça paraît pas être quelque chose de malsain, quelque chose de nocif pour sa santé, forcément tu vas trouver ça dérangeant. On lui passe un jet d'eau très puissant, c'est des choses que font souvent ce genre d'établissement. Hein. Je sais pas pourquoi, mais moi tout de suite c'est une scène qui m'a un peu troublé. Je me suis dit, le personnage te paraît beaucoup plus vulnérable qu'il ne devrait l'être, alors qu'au contraire il devrait dans cette cure gagner en vitalité, gagner en jeunesse, et tout peut à un moment basculer vers l'horreur, vers du body horror presque, ce que le film ne fait jamais directement, à part peut-être une ou deux images choquantes à la toute fin du film, sur la révélation du film. Mais malgré ça, c'est quand même présent de manière presque subliminale dans le film. Et effectivement, quand des personnages disent avec enthousiasme « Ouais, allons nous empiffrer cette fois, j'ai pas envie de suivre le régime », ils le font de manière malsaine. C'est comme si ils déjeunaient aux enfers, ou c'est comme si, en faisant ça, ils scellaient un pacte en ayant une pratique... là, pour le coup, ce que je disais, on voit pas le décor païen, on voit pas le truc paganiste, mais là, pour le coup, il y a presque un côté banquet de Bacchus. Tout de suite, il y a quelque chose qui te perturbe. Oui, parce qu'en fait, ce qui est perturbant dans le traitement de choc, c'est le commentaire social que fait Gessua à travers ce registre, enfin cette prétention du fantastique, qui n'est qu'un moyen détourné de parler des travers de la bourgeoisie française, et de faire un parallèle que je trouve très fin, là où le film ne l'est pas sur plein d'autres aspects. Je dirais pas de Gessua que c'est un cinéaste particulièrement fin,
Mm. Il y a même quelque chose de grotesque aussi dans sa manière de diriger les acteurs, etc. Mais c'est ce commentaire sur cette caste eugéniste, comme tu disais, ce besoin d'appartenance qui est très inquiétant. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à ce qui t'inquiétait. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du nazisme, mais qui est vraiment dissimulé Ouais. par Jesua. Quand tu parles des jets d'eau, il y a aussi le premier rendez-vous d'Hélène à la clinique avec Duchossois qui joue dans le formidable Que la bête meurt de Chabrol qui se déroule en Bretagne aussi. Duchossois la fait passer derrière un écran. On ne voit que sa silhouette, donc il lui demande de se dévêtir. Et là, il dessine les courbes de son dos et de son ventre sur cet écran. Elle se rhabille, elle sort, elle dit, vous voyez, en lui montrant les courbes, vous êtes avachi sur vous, vous êtes déprimé. C'est vraiment glaçant comme scène. Et il y a cette sensation qu'elle est épiée et que cette médecine, c'est tout d'elle. Et je pense que c'est cet aspect presque nazi du film. Enfin, c'est une lecture qu'on peut faire. Oui, je suis d'accord. Et puis là, je viens de regarder pendant que tu parlais la date de sortie de Ces garçons venus du Brésil. C'est 78, c'est 5 ans plus tard, étonnamment. Donc je me demandais si il essayait de se placer dans le sillage de ce film, mais non, le film est arrivé plus tard. Comme là, on parle portugais, il y a une sorte de bossa nova, il y a quelque chose qui peut évoquer aussi d'une certaine façon le Brésil, quelque chose de lointain vers l'Amérique latine. C'est étrange parce que ça rajoute au côté nazi, parce qu'on sait que Ces garçons venus du Brésil, ça racontait d'histoires d'anciens nazis qui font des expériences sur de pauvres jeunes brésiliens. Là aussi, il y a un côté SS in Uruguay, pour citer une chanson de Serge Gainsbourg qui date à peu près de l'époque du film de Jesua. Le côté nazi qui s'est exilé et qui continue ses expériences ailleurs, qui sortent complètement de leur décor de l'Allemagne ou du Paris occupé et qui se retrouvent à bronzer dans des complexes hôteliers qui ressemblent un peu à cette clinique. Et donc c'est comme s'il y avait le fantôme du nazisme, je suis d'accord avec toi, même si là effectivement il y a un peu de subtilité de la part de Jesua, c'est que peut-être qu'il prononce le mot vampire, peut-être qu'il va prononcer certains termes et montrer de manière frontale l'horreur de certaines choses, mais là pour le coup l'eugénisme nazi n'est pas clairement exprimé dans les dialogues. Oui, et, ce sectarisme fasciste, enfin en tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Totalitaire en tout cas. Totalitaire, en Ouais. fait, il raconte quelque chose de la mémoire française, à mon sens, de la Seconde Guerre mondiale, et des réflexes et des mécanismes de la bourgeoisie industrielle. Donc il y a un parallèle qui est dressé entre le capitalisme, l'eugénisme et le fascisme. Ce qui est pas mal aussi, je trouve, c'est que les personnages sont pas trop caricaturaux, sont pas trop détestables. Tu vois, ça pourrait être justement une critique de cette bourgeoisie, de cette caste, avec des personnages absolument grotesques, caricaturaux dès le début. On en voit quelques-uns, mais qui sont que des silhouettes, qui sont presque plus des personnages. Tu sais, l'un commence une phrase, l'autre le termine. Ils sont déjà dans ce comportement de groupe avec ce conformisme. C'est aussi une histoire de se conformer au fonctionnement de la caste. Le personnage d'Hélène, on veut la remettre dans le droit chemin à sa place dans cette caste, mais tu mets de côté tout ce petit groupe de bourgeois qu'on voit dans le film. Les autres personnages qui ont un peu plus d'étoffe dans le film, Robert Hirsch par exemple, c'est quand même un personnage assez sympathique. Ça a beau être lui aussi un bourgeois, il a beau avoir une certaine désinvolture, pas un cynisme, mais un peu de recul sur les choses. C'est un personnage qui ne t'est pas antipathique, c'est pas un type, tu dis, j'espère qu'il va payer pour son fonctionnement de bourgeois, pour son hypocrisie de bourgeois. Il y a aussi tout un discours de Alain Delon autour de l'hypocrisie. Quand il s'agit de s'accaparer certaines richesses, quand il s'agit de, là on en revient à un langage de cannibale, mais de vampiriser ou de dévorer certaines choses chez les autres, vous êtes prêts à fermer les yeux. Et là, ce que je vous propose dans cette clinique, là, tout de suite, ça vous choque. Voilà, il y a tout ce discours aussi sur l'hypocrisie. Mais tu vois, le personnage de Robert Hirsch, il y a un autre personnage aussi qui essaie un peu de l'aider, mais qui est un peu plus peureux, on sent, enfin, qui a un peu moins confiance en lui. Et même le personnage d'Hélène, d'ailleurs, c'est un personnage qui est assez touchant, comme toujours avec Annie Girardot. C'était un personnage que le public aimait beaucoup, était vraiment en empathie avec Annie Girardot. Quand elle te raconte la raison de sa venue dans cette clinique, qui n'est pas directement liée à son statut de bourgeoise, pas directement liée à son métier, à ses obligations de grand patron, c'est par rapport à une rupture amoureuse. Elle en parle avec humilité, en essayant d'y apporter une touche d'humour. Enfin, je trouve que tu rentres en empathie avec ces personnages-là, et c'est pas juste des personnages entièrement détestables, comme tu pourrais l'avoir dans un film de Ruben Östlund, pour que tu sentes la menace aussi, pour que t'aies peur pour elle, hein, tout simplement, pour Hélène et accessoirement pour d'autres personnages, pour que l'humanité te paraisse en danger, en fait, dans ce film, pour que la déshumanisation que propose le docteur, pour que ça te paraisse toxique, nocif, il faut que t'aies quand même des repères humains dans le film, et je trouve que c'est bien traité. Et le moment où peut-être que Jesua, comme tu dis, manque de finesse, je trouve que t'as l'impression qu'il y a des tentations d'aller vers la comédie, justement, à des moments où il faudrait peut-être pas. C'est pas tant un manque de finesse dans le genre, dans la représentation de la science-fiction, dans le fantastique, voire dans l'horreur, comme on l'a dit, ou dans le thriller, c'est dans le moment où il va jouer justement sur des éléments un petit peu grotesques et où tu te dis, faudrait peut-être pas trop déborder vers quelque chose qui se veut peut-être presque burlesque à certains moments. Oui, c'est intéressant le
burlesque parce qu'on va en parler. Et la cuisse. Je rebondis sur l'aspect humain de ce récit. Une des grandes forces de ce film, c'est la présence d'Annie Girardot, qui, on le rappelle quand même, à cette époque-là, était une superstar en France et elle avait enchaîné des succès consécutifs. Mourir d'aimer, qui était un mélodrame, la comédie La Mandarine, Les Feux de la Chandeleur, Elle cause plus, elle flingue. Enfin, toute une série de films qui sont peut-être un petit peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont été des grands succès à leur époque. Delon, n'en parlons pas. Mais Girardot, c'est vraiment une actrice qui parle au peuple et qui, donc par sa présence, permet d'accéder à ce récit qui est peut-être moins évident, qui correspond un petit peu moins au type de film dans lequel elle joue à cette époque-là, et qui est la caution grand public de Traitement de choc, qui fait qu'on se laisse porter par ce récit volontiers, tout en ne sachant pas trop où on nous mène. En plus, je crois que c'est une coproduction franco-italienne. Annie Girardot, autant qu'Alain Delon, sont deux personnalités françaises du cinéma français qui sont également situées par les Italiens. Il y a vraiment un statut, on peut dire, de star européenne, même au-delà de star française pour les deux. Et oui, donc c'est assez troublant parce que, comme je le disais en intro, on devrait être dans quelque chose de très familier avec ce décor aux alentours de Quiberon, dans le Morbihan, et ces deux stars. Et pourtant, oui, on entre dans un récit de genre qui, je trouve, fonctionne bien. Alors, comme tu l'as dit, c'est pas un film qui est totalement parfait. C'est le problème de ce genre de film, c'est que je trouve qu'il y a toujours un moment, il y a un ventre mou, il y a quelque chose qui tourne un petit peu en rond, parce que le personnage tourne en rond, peut pas sortir. Je comprends que ça doit jouer aussi d'une certaine façon ce rythme sur la claustrophobie que doit ressentir le spectateur, mais il y a un ventre mou, il y a quelque chose qui est pas très clair dans la façon dont elle se comporte. Tu peux penser qu'elle joue double jeu, qu'elle essaie à la fois d'amadouer Alain Delon et en même temps... Là, pour le coup, je trouve que c'est pas très bien géré, c'est-à-dire qu'à une scène où elle va se mettre à crier dans les couloirs, à ruer dans les brancards, suit une scène où elle va être très calme et très disciplinée, très docile. Et je trouve que ça, c'est pas toujours très bien amené dans le film. Ou alors il aurait fallu peut-être que ce soit plus progressif, que sous son comportement docile, le vernis craque progressivement, et là, c'est assez étrange. Oui, mais ça, c'est la patte Jeshua, c'est ces personnages erratiques et ces récits de personnages qui sombrent dans la folie. C'est inexplicable, en fait. Peut-être que je surinterprète le jeu d'Annie Girardot dans ce film, hein, mais c'est une valeur commune à certains de ses films. Et c'est un cinéaste qui ne ressemble à aucun autre dans le paysage du cinéma français, mais très intéressant, avec toujours voilà, ce filon de la folie, de ces personnages à qui on impose une vérité psychique et qui la refusent. C'est le cas d'Annie Girardot dans ce film-là. Si on revient aux racines du fantastique, même en littérature, on peut penser aux héroïnes gothiques, même si rien n'indique ça dans le film de Jeshua, mais Girardot, c'est un petit peu une héroïne gothique qui se bat contre la folle réalité qu'on essaie de lui imposer. Le gaslighting un peu qu'on essaie de lui imposer d'une certaine Il y a façon. totalement du gaslighting, hein. Après ce qu'elle découvre à la fin du film, elle va voir, c'est un commissaire de police. Oui, c'est un commissaire, c'est quelqu'un d'eau Euh, gradé, parce que tu comprends qu'il est un peu dans la combine, dans cette grande machination. Ouais, C'est un mais notable aussi dans cette petite région bretonne. Mais il se fait carrément gaslighter. Il lui dit, mais telle personne n'a jamais existé, ce que vous avez vu n'existe pas. Bah oui, c'est une vision assez terrifiante du conformisme d'une société qui est très aliénante. C'est un réalisateur effectivement intéressant, qui a une filmographie finalement assez succincte, hein. J'avais vu Les Chiens, qui est un film absolument génial, et là aussi, il trouvait un argument fantastique de science-fiction sur aussi une représentation insidieuse d'une société totalitaire, mais qui est pas clairement posée comme ça, c'est-à-dire c'est censé être une représentation de la France des années 70, avec un petit peu d'anticipation sociale, la France de l'époque, mais empire d'une certaine façon, sur le côté sécuritaire, les quartiers bien rangés, voisins vigilants et autres tendances qui allaient aller se développer par la suite. Et voilà, il installe des sujets de science-fiction par un biais moins évident effectivement que des auteurs qui traitent directement la science-fiction en te plaçant un contexte, les inventions scientifiques ou autres, l'argument de science-fiction qui va porter le film te met vraiment à distance et te dit oui, c'est un autre monde, ce sera peut-être dans un futur mais plus lointain, c'est peut-être sur une autre planète ou autre, dans une autre réalité, dans une uchronie, etc. Je le rapproche un peu dans son travail sur le genre de Ballard en fait, de l'auteur J.J. Ballard en fait, c'est un peu une sorte de J.J. Ballard au cinéma. Quand tu vois les adaptations de Ballard au cinéma, tu vois un film comme Crash, pour en revenir à Cronenberg, I Rise, le film qui se passe dans un grand complexe hôtelier, tu aurais pu imaginer des idées comme ça écrites par Alain Jessua, parce que là il est aussi scénariste de Traitement de choc. Ben voilà, on aurait pu imaginer des adaptations de Ballard par Jessua. Oui, parce que Jeshua, une de ses forces, c'est qu'il a des idées de scénario qui peuvent se résumer à leur pitch. Je sais pas si j'ai très bien réussi l'exercice du pitch de Traitement de choc, mais ces scénarios vont droit à l'essentiel. Ils sont épurés et ces films ne font pas trop de chichi. Enfin, c'est vraiment des films qui peuvent être assez excentriques dans leur sujet, mais qui s'y tiennent et, comme tu disais, qui, via le prisme du fantastique ou de l'horreur, vont faire un commentaire social. Ça, c'est vraiment la ligne que
tient Jeshua dans tous ses films, en tout cas les plus réussis. On peut penser à Armageddon, qui est mineur par rapport au Chien, qui est peut-être son meilleur film. Et finalement, est-ce que ce serait pas ça l'horreur? Prendre le prétexte du fantastique ou de l'horreur pour raconter quelque chose de sous-jacent. En l'occurrence, le colonialisme en France et l'hypocrisie de la bourgeoisie blanche française vis-à-vis de cette question. Allô? Ah, cher monsieur Bouvard, vous m'avez proposé plusieurs fois d'être l'un des invités de votre émission. Tous les coups sont permis. Oui, c'est vrai, mais vous m'avez toujours refusé. Cette fois, j'accepte. Fantastique, il ne manquait plus que vous à mon palmarès. Mais à une seule condition. Je veux être opposé à Tricatel. Il n'y a pas de problème, Tricatel contre Duchemin. On va faire sauter tous les indices d'écoute. Seulement, est-ce qu'il acceptera? Ça, c'est votre problème. Je peux peut-être vous indiquer un moyen de procéder. Il faudrait qu'il ait l'impression que l'idée vient de lui. On avance dans notre programme, on fait un bond de 3 ans, on se dirige davantage vers la comédie, franchement vers la comédie même, avec L'aile ou la cuisse, réalisé par Claude Zidi et donc sorti en 1976, avec bien entendu en tête d'affiche Louis de Funès et Coluche. C'est ce type de comédie qui repose sur un duo, l'ancien, le nouveau, Louis de Funès, déjà consacré par 15 ans de succès au cinéma, on va dire à cette époque-là, qui d'une certaine façon passe le flambeau, pas tout à fait, mais à Coluche qui est à ce moment-là une star émergente en France. Je vais pas en dire plus, je vais te laisser après parler aussi du contexte du film, mais est-ce que d'abord tu peux nous faire un pitch de L'aile ou la cuisse pour ceux qui n'ont pas vu L'aile ou la cuisse, mais comment cela est possible? Ah bah volontiers, ce film que j'ai vu beaucoup de fois, beaucoup de fois. L'aile ou la cuisse, c'est l'histoire d'une dynastie, à savoir la dynastie Duchemin. On aura compris que Duchemin, c'est un alias de Michelin, et donc de ces guides culinaires qui font la pluie et le beau temps dans le paysage gastronomique français. Louis de Funès joue Charles Duchemin. Une fois de plus, c'est un personnage vraiment dans son jus, irascible, un petit bourgeois très peu aimable, qui mène d'une main de fer les activités de ce guide. Et donc il va se travestir à plusieurs reprises pour aller dans des restaurants et tester la carte et le service de ces restaurants. C'est une question de transmission puisque son fils, qui est joué par Coluche, secrètement se destine à la comédie et au cirque, mais épaule son père et tous les deux ils partent comme ça sur les chemins de France à la recherche de tous les restaurants qu'ils peuvent noter. Sauf que dans cette France des années 70 intervient un nouvel élément dans cette équation qui est un industriel joué par l'excellent Julien Guillaumard qui s'appelle Tricatel et qui propose à tous les restaurants routiers de France une cuisine infâme qui va prendre le pas sur tous ces restaurants de tradition recensés par le guide Duchemin. Et donc ça va être l'histoire d'un affrontement de valeurs entre Duchemin, de Funès et Tricatel, Guillaumard. Oui, très gros succès à sa sortie, plus de 6 millions d'entrées. Je crois que c'était le 2e ou le 3e film au box-office français en 76. Il faut pas oublier que c'était aussi le retour de Funès, puisque De Funès a commencé à avoir des problèmes cardiaques pendant qu'il était au théâtre. Je crois que ça s'appelait La valse des toréadors, il me semble, début 73. Il commence à être surmené, on lui demande de réduire ses activités. Il va plus tourner au cinéma, donc 73 sort Rabbi Jacob, 74, 75, pas de tournage pour Louis de Funès, qui en plus va faire carrément un infarctus en 75. Quand il revient sur les plateaux de cinéma, c'est avec une certaine appréhension. Il y a encore énormément de Louis de Funès dans le film, il y a encore cette énergie qu'on lui connaissait, mais il a quand même eu besoin d'adapter son jeu. On lui dit, voilà, attention, ne faites plus comme vous le faisiez avant, 40 prises, le plus rapidement possible, avec le plus d'énergie possible, en saccageant le décor autour de vous. Il a été obligé de se calmer. Bon, là, comme il partage l'affiche avec Coluche prend aussi sur lui la responsabilité de l'humour du film et peut aussi apporter une énergie burlesque. On en revient au burlesque dans le film, donc finalement les choses se passent pas si mal et on n'a pas tant l'impression que ça de voir un Louis de Funès à demi-régime. Le film fonctionne complètement dans la logique d'un film qui est construit autour de l'énergie de Funès, du type de personnage à la de Funès, comme tu dis, ces patrons, ces bourgeois, ces pères de famille irascibles qui veulent toujours tout commander et qui se retrouvent dépassés par les événements. Donc ça explique que le film ait bien sûr été un succès. C'est sur l'aspect malbouffe, je pense que tu as voulu parler de ce film, parce que alors, je vais dévoiler un peu les coulisses de l'émission, mais tu voulais parler d'un film qui parle de la malbouffe. Tu m'as proposé 3 titres de films: La Grande Bouffe de Ferreri, Le Boucher de Claude Chabrol et celui-ci. Bon, la thématique elle est très intéressante et je me suis dit, quitte à faire un choix surprenant dans Bizarroïde, parce que j'aime qu'on vous surprenne, vous qui nous écoutez, et là je me suis dit, si on surprenait aussi nos éditeurs avec un film qui a été un énorme succès, avec un budget, avec un impact médiatique important à son époque et encore aujourd'hui dans le patrimoine
patrimoine populaire français. C'est un film que j'ai vu bien évidemment, je sais pas, 6-7 fois quand j'étais gamin. Donc je pense que c'est avant tout pour la thématique de la malbouffe que tu as choisi ce film. Et justement, donc en le revoyant, comment tu trouves l'ambiance particulière du film, mine de rien, parce que ça doit être une comédie, c'est quand même là aussi un univers un peu particulier. On va pas dire qu'on est du côté de la science-fiction et du fantastique comme pour Traitement de choc, mais il y a quand même quelque chose d'assez étonnant visuellement et même thématiquement et même dans le ton avec l'aile ou la cuisse. Ouais, c'est justement ce qui m'interpelle dans ce film et ce qui m'a toujours fasciné, c'est son aspect hybride. À la fois, il y a un mélange des genres, un petit peu comme dans un livre de recettes, vraiment typique des années 70. Et c'est cette imagerie kitsch, incongrue, vraiment bizarroïde, pour le coup, on peut le dire. Et je pense que mes goûts sont assez bizarroïdes aussi parce que c'est vraiment un film de chevet, l'aile ou la cuisse. Dans mon travail, j'y pense beaucoup. Le premier article que j'ai écrit pour la presse, c'est un article où je parlais entre autres de l'aile ou la cuisse et d'autres films bizarroïdes, dont Banzai de Claude Zidi, encore une fois. Évidemment que c'est pour l'aspect malbouffe et surtout bouffe, et pour ce qu'il incarne d'un cinéma français qui a beaucoup été délaissé par la critique. Je crois que c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, surtout depuis l'exposition de Louis de Funès à la Cinémathèque, Ouais. qui date il y a quelques années déjà, et qui avait fait des émules à l'époque, comme quoi rien n'est vraiment réglé de ce côté-là en France. C'est un grand film populaire, qui est un film à gros budget, et qui a beaucoup été rediffusé à la télévision. C'est souvent dans ce cadre-là qu'on découvre l'aile ou la cuisse. Et en même temps, il tient du nanar. Ça fait partie de la recette miraculeuse de l'aile ou la cuisse, dans son esthétique très colorée, ses couleurs criardes, ses textures de décor, de nourriture, puisqu'on a beaucoup de scènes de nourriture dans le film. Et ce que le film raconte de la France des années 70 et du goût du public à cette époque-là. Alors, je suis née après les années 70, je n'ai pas connu cette époque-là, donc il y a peut-être quelque chose de mon côté qui est de l'ordre de la nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, qui m'intrigue. Si on en vient à Rabbi Jacob, par exemple, il y avait la scène dans L'usine de chewing-gum. voilà, dans l'usine à chewing-gum, ce Louis de Funès qui préfigure Jim Carrey The Mask presque en sortant de sa cuve verdâtre comme ça, et ces illustrations de fruits dans les bureaux, enfin c'est des images qui sont très fortes, qui m'ont marqué, et je pense qu'ils ont marqué beaucoup de personnes qui ont vu ces films-là, et c'est des films qui frisent l'horreur en fait. On peut parler d'horreur avec les loups la cuisse parce que, très franchement, notamment vers la fin du film, quand De Funès et Coluche se retrouvent dans l'usine Tricatel, c'est cauchemardesque. Il y a des effets visuels et même sonores, parce qu'on parle très peu du travail sonore de Les loups la cuisse, mais qui sont terrifiants. Donc voilà, c'est cet aspect hybride, ce mélange des genres qu'on constate dès l'ouverture du film avec ce générique absolument génial qui est purement du cinéma d'animation, avec des ustensiles de cuisine qui s'entremêlent sur une musique magnifique de Vladimir Cosma. Autre raison qui explique ma fascination pour Les loups la cuisse. Voilà, un film français pop, évidemment burlesque, t'en as parlé. C'est un des gros atouts de l'aile ou la cuisse et qui fait que c'est un des films de De Funès, malgré que tu as expliqué, le fait que De Funès est en petite forme dans ce film. Ça se remarque pas trop dans l'aile ou la cuisse, mais c'est un film qui résiste à l'épreuve du temps par son aspect burlesque et par ce duo comique et ce passage de flambeau vers le comique star, je dirais, qui sera plutôt celui de la fin des années 70, début des années 80, à savoir Coluche. Pour l'anecdote, c'est Pierre Richard qui avait été pressenti pour le rôle et il a décliné le rôle parce qu'il ne l'aimait pas. C'est pour ça que Coluche a pris le pas. Et il y a une scène en particulier qui se déroule dans le cirque. Donc c'est la scène où Duchemin père constate que son fils se voue à une carrière de clown. Et donc De Funès est dans le public du cirque. Et je pense qu'il y a vraiment une clé de compréhension de L'aile ou la cuisse dans cette scène-là, parce que L'aile ou la cuisse, c'est un film qui va revenir aux racines du burlesque, à cet aspect presque circassien, clownesque du burlesque. Et cette scène expose les mécaniques du rire. À savoir que De Funès se lève, humilie son fils en public, tout le monde se tait, et De Funès demande à Coluche, donc, et là, si je prends un seau de crème et que je te le jette au visage, est-ce que ça va faire rire le public? De Funès s'exécute, le public ne rit pas. Et De Funès, énervé, en se relevant, trébuche contre une rambarde, et immédiatement, ça provoque des éclats de rire, et notamment des éclats de rire d'enfants. Il dit, mais parce qu'il faut vouloir les faire rire que ça fonctionne. Et c'est la clé du comique, du burlesque, et la clé du film aussi, parce que je trouve que c'est un film grotesque, clownesque, qui, alors je sais pas si ça a été vraiment l'intention de Claude Zidi, mais toujours est-il que c'est un film qui fonctionne énormément auprès de public d'enfants, et c'est un film à regarder avec des yeux d'enfant, à appréhender ce prisme-là. Complètement. J'ai presque envie de rebondir parmi tous les éléments que tu as cités sur Vladimir Cosma, parce que ça correspond totalement à ce film. Il n'y avait pas d'autres personnes pour faire la musique de ce film, parce que chez Vladimir Cosma, il y a quelque chose qui peut être parfois solennel, qui peut être vraiment classe. Il fait aussi de très très belles musiques, douces, la musique du diptyque Pagnol, tu sais, au début des années 90 par exemple. Il y a des choses assez magnifiques qui peuvent même évoquer parfois
parfois des compositions de cinéma populaire américain qui dénoteraient pas dans une production Amblin, par exemple, des années 80 ou 90. Et au tournant d'une note, on peut basculer sur quelque chose de complètement grotesque, de presque cartoonesque. C'est-à-dire que la grande musique solennelle, là au début du générique, c'est ça, parce que on a un personnage qui est donc une institution. Le guide du chemin est une institution. Il va entrer à l'Académie française. Donc on a une musique qui fait très grand siècle, musique baroque, pompière, et deux trois petites notes, et puis après on tombe sur quelque chose qui est clownesque musicalement. Enfin clownesque, c'est pas exactement des sonorités qui te font penser à une fanfare, à du cirque, mais qui t'évoque quelque chose de très enjoué. C'est la petite mélodie qui est dans ton esprit pendant que tu regardes une comédie grand public avec effectivement des enfants. Il y a tout cet environnement comme ça qui fait aussi un peu slogan de pub. D'ailleurs la musique de L'aile ou la cuisse a été reprise, je crois que c'était pour Canal+, hein, c'était pour le bouquet Canal+. Tu comprenais la logique parce qu'effectivement fallait faire quelque chose de très familial, très enjoué. Voilà, il y a quelque chose aussi qui touche à l'essor à ce moment-là de la publicité, à l'essor d'un besoin d'un dynamisme pop. Lou Bobin du podcast Les Bobines a choisi de parler dans Bizarroïde de Erotissimo de Gérard Pires, tu sais, qui encapsule toute une époque et qui parle de publicité, qui parle de ce que la télévision, de ce que le rythme de la télévision, ce que le rythme de la publicité, ce que le rythme aussi peut-être d'une bande dessinée avec l'efficacité de ses gags, avec le rythme d'une séquence animée, le personnage de l'Alinéa et sa façon de grogner, de gesticuler, c'est peut-être d'une certaine façon aussi une version animée, simplifiée, stylisée d'un Louis de Funès. Tout ça, je trouve, se retrouve dans la musique de Vladimir Cosma et donc dans le film de Claude Zidi. Claude Zidi, je trouve, a très bien saisi une époque. Alors une époque, c'est aussi l'époque des chocs pétroliers, c'est aussi pas forcément une époque totalement enjouée, l'époque Giscard d'Estaing. Donc là, on entre dans la fin des Trente Glorieuses au moment où le film sort en salle. Mais en tout cas, l'envie du divertissement, la volonté du divertissement d'entretenir une certaine joie, une certaine énergie, une certaine effervescence qui est typique de cette époque-là. Et d'ailleurs, t'as cité Banzai, t'as cité d'autres films de Claude Zidi. J'ai l'impression que t'as un trope Claude Zidi. Sur ton avatar Instagram, il est écrit La Zizanie, qui est aussi un film de Claude Zidi, si je dis pas de bêtises. Claude Zidi, c'est intéressant de le revoir aujourd'hui. Maintenant, c'est un monsieur qui a 90 ans, qui est encore parmi nous, mais qui donc ne tourne plus depuis déjà quelques années. C'est quand même une carrière assez étonnante, hein, parce que quand on voit les succès qu'il a fait au box-office, mais c'est hallucinant. Toutes les années 70, à partir des films des Charlots, Claude Zidi, en fait, était caméraman, était premier opérateur sur un film de Philippe Clair avec les Charlots, La Grande Java. Les Charlots, c'était très mal entendu avec Philippe Clair. Et les Charlots, quand un film a été monté sur le nom des Charlots, on dit, nous, on veut Claude Zidi. Claude Zidi, c'était le mec qui tenait la caméra sur La Grande Java et il rigolait. La caméra bougeait en même temps qu'on faisait nos gags. Et ils se sont pas trompés parce que je trouve qu'il a vraiment fait montre d'une certaine efficacité dans l'humour. On peut penser effectivement que Claude Zidi, c'est un peu la surface émergée de l'iceberg de toute la comédie nanardesque des années 70. Philippe Clair, il disait ça de lui-même. Il disait, non mais on dit que je suis le roi des nanars. Non, attendez, moi je suis au-dessus du lot et les mecs qui ont voulu m'imiter ont fait des nanars. Bon, ça va se discuter, on va pas lancer une discussion sur Philippe Clair, même si ça donnerait un épisode à mon avis aussi très intéressant de Bizarroïde. Mais pour Claude Zidi, je suis pas tout à fait d'accord. Je le situe quand même à un niveau de maîtrise du rythme comique et du burlesque. Et c'est pas évident de faire du burlesque après la grande époque burlesque qu'on a sacralisée d'une certaine façon de l'Amérique des années 10, 20, 30 jusqu'à 40, on va dire. Allez, 50 pour du Dean Martin et Jerry Lewis ou pour les Trois Stooges ou autres, ou Abbott et Costello. Mais là, on a un réalisateur qui assume complètement les gags visuels, les gags, comme tu dis, enfantins, qu'il faut voir à hauteur d'enfant. Et ça va être de la tarte à la crème et ça va être ce qui se passe dans l'usine à la fin. Oui, une feuille de salade et carrément une espèce de truc en caoutchouc. Quand aussi Claude Jansac qui joue la secrétaire, tu sais, tombe du lustre et elle a une jambe cassée à l'écart et que Louis de Funès remet comme ça dans son axe très violemment. C'est des gags complètement bigger than life, quoi. On est vraiment dans une sorte de cartoon avec des vrais morceaux d'humain dedans, quoi. Et je trouve que Claude Zidi, mine de rien, a vraiment réussi à te faire passer ça à l'écran. Déjà chez les Charlots, tu vois, les Charlots, c'était déjà d'énormes succès, mais je me rappelle d'un gag avec un steak bleu. Qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Il y a un steak bleu, tu vois ce que je veux dire? Un steak peint en bleu. Ça pourrait totalement foirer et t'as prononcé le mot nanar. C'est là que pour moi, non, j'invalide complètement le mot nanar parce que pour moi, nanar, il y a un moment, il faut que ça ne marche pas. Faut que tu te retournes contre le film d'une certaine façon, ou en tout cas que tu réussisses à rire du film parce que c'est pas drôle et comme c'est pas drôle, c'est quand même drôle pour accepter le traitement nanar d'un film. Sinon, un nanar, c'est un mauvais film raté d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire? Oui, là, mais... tout est maîtrisé. Le rythme est maîtrisé, tout fonctionne. La seule chose qui fonctionne pas dans le film, ça complète ce que je disais, c'est que j'avais oublié cette séquence et là, en voyant, je trouve qu'elle fonctionne pas du tout. C'est la valse des valises d'une chambre à l'autre qui, elle, est très basique, qui est un peu un gag, pour le coup, plutôt de vaudeville ou de choses comme
ça. Là, pour le coup, je trouve que le film est assez long, il fait 1h40, il aurait totalement dû couper cette séquence qui, je trouve, est pas tellement drôle. Là, on est dans du comique, de comédie de boulevard assez classique, et là, ça fonctionne pas. C'est quand il va plus loin, quand il pousse les potards plus loin dans l'humour visuel que ça fonctionne. Oui, mais c'est un équilibre assez fragile, puisque ce qui fonctionne dans L'aile ou la cuisse, et encore, c'est pas le film le plus estimé de la carrière de Louis de Funès, L'aile ou la cuisse, ce qui fonctionne bon gré mal gré dans ce film, ça va pas forcément être le cas dans les films suivants de Claude Zidi, qui a, comme tu le mentionnais, une illustre carrière dans la comédie populaire française. Banzai, pour ne citer que ce film, c'est un ovni, quoi. Un film porté par Coluche, avec des gags très visuels, comme tu le disais, enfantins, mais qui sont terrifiants. Coluche, dont le visage enfle parce qu'il se fait piquer par un moustique, c'est une vision de cauchemar. Là, on est pour le coup dans du Cronenberg, presque. Inspecteur la bavure, d'ailleurs, qui est un film comique, qui joue sur le fantastique. C'est très intéressant chez Claude Zidi, c'est comment il rend ces genres cinématographiques empruntés au cinéma américain, comment il les rend accessibles à un grand public et divertissants, sous couvert de comédie. Bah, t'as un proto-Terminator dans Bête mais discipliné. On est 5 ans avant Terminator et t'as un personnage de tueur robot, cyborg avec un œil rouge, avec une main il y a une lame qui sort. C'est des éléments là pour le coup science-fictionnels. Mais comme tu le dis, je dirais pas que ces films sont des parodies de genre traitées par-dessus par la comédie, à l'exception peut-être de La Totale, qui est pour le coup une comédie d'espionnage, clairement une comédie d'espionnage. Et qui a été remakée par James Cameron d'ailleurs. Exactement. C'est devenu True Lies. Donc Comme James Cameron devait beaucoup aimer Claude Zidi. Voilà. Mais les autres films, il emprunte à d'autres genres, il emprunte à d'autres codes, mais ça reste une comédie. L'aile ou la cuisse, c'est un thriller industriel peut-être, tu vois, d'une certaine façon. Mais non, c'est avant tout une comédie. Ce qui doit être efficace dans le film, c'est la comédie. Les effets sont des effets de comédie. Le genre, si la comédie est un genre, c'est plus un ton, un registre. Mais ben là, pour le coup, il en fait un genre à part entière. Un genre dont tu acceptes justement les différents motifs, aussi étranges puissent-ils être. Ce qui est assez différent finalement de prendre une histoire, de prendre une aventure et de par-dessus essayer de transformer les situations qui pourraient être des situations qu'on trouve dans un film sérieux en les transformant en gag. Là, c'est le contraire, c'est d'abord la comédie qui prime. Banzai, comme tu l'as dit, c'est un tunnel de burlesque, tu vois, c'est un film à sketch presque, hein. Tu vois, il n'y a pas vraiment de liant à tout ça. Il y a le côté aventure aussi des paysans, mais je veux dire, c'est 100% de comédie, sans vraiment d'ajout de choses qui sont là pour lubrifier tout ça, en essayant d'aller chercher le grand public sur effectivement d'autres éléments. C'est le cas des Sous-doués et des Sous-doués en vacances, qui sont des films que j'estime beaucoup. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode de Bizarroïde. Mais les Sous-doués en vacances, comme tu dis, c'est un tunnel de gags extrêmement visuel. Dans le premier, on a cette machine à faire passer le bac qui est tout droit sortie d'un cartoon de Tex Avery. Et là où Zidi, on peut comprendre le succès qu'il a rencontré. Et ce qui a fait qu'il a été décrié, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la recette dans ces films. Et c'est René Prédal, dans un livre sur le cinéma français depuis 1945, qui explique ça, qui dit que Zidi et d'autres, qu'il appelle comme des faiseurs du cinéma français, ils appliquent une recette. Ça plus ça égale ça. Admettons, De Funès plus Coluche égale L'aile ou la cuisse. Je pense que c'est assez dénigrant et en même temps assez exact aussi. Mais c'est un mélange de plein de choses et de toute une sensibilité. On sent que Zidi, c'est quelqu'un qui a potassé, pardon. Ah bah, c'est un drôle de lapsus. Qui a potassé son cinéma américain, qui a potassé son burlesque. Je reviens sur De Funès parce que là, on parle de Zidi, mais il y a quelque chose qui est assez unique dans la trajectoire de Funès au cinéma, c'est qu'on peut considérer qu'il est l'auteur des films dans lesquels il a joué. C'est Toré qui dit ça d'ailleurs, Jean-Baptiste Toré, qui dit que De Funès, il a jamais rencontré son grand réalisateur. Ouais, directeur d'acteur, ouais. Exactement, et qu'en fait, on peut, avec un recul critique, considérer que De Funès est l'auteur de ces films, et donc que L'aile ou la cuisse, c'est une collaboration de Funès, Zidi, et c'est ce qui fait, entre autres, la magie de ce film. Film qui, par ailleurs, et là je dérive par rapport à Coluche, sous ses airs de grands films populaires bizarres, kitsch, grotesques, va aussi parler de la France à une époque donnée, donc cette France industrielle, de cette crise des pesticides et de l'avenir de la bouffe et donc de la malbouffe en France. Je pense que ça contribue au succès renouvelé du film. C'est un film qui nous parle de plus en plus, tristement, par rapport à ces questions-là. Et c'est un film que je rapprocherais d'un film de Jacques Demy qui s'appelle L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, dans lequel Marcello Mastroianni tombe enceint. Et donc, selon son gynécologue, il serait enceint à cause d'un dérèglement hormonal lié aux pesticides qu'il ingère
quotidiennement. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre du commentaire social, dans le registre de la farce avec Guillaumard qui est glaçant dans ce film. On peut penser à l'affrontement final entre les Duchemin et Tricatel sur le plateau de Philippe Bouvard, une scène qui ne pouvait exister que dans un film des années 70. Est-ce que tu disais effectivement la critique de penser que Claude Zidi réfléchit ses films comme une formule? Je pense que ça c'est une attitude de producteur, c'est-à-dire que quand il prépare un film, oui, bien évidemment que là c'est Christian Fechner qui commence à s'installer aussi dans le cinéma français et qui va produire Les Deux Funès de la deuxième période, donc de ce retour au cinéma jusqu'à son décès en 83, si je dis pas de bêtises. Et ces réalisateurs veulent faire de grandes comédies populaires, réfléchissent à ça. Le fait qu'il y a quelque chose de marketing, il y a quelque chose de l'ordre de la formule, et là j'en reviens à l'adjectif que j'utilisais tout à l'heure, quelque chose de publicitaire, il y a quelque chose qu'il faut monter autour de ce film-là pour pouvoir se garantir un grand succès populaire. Ça, c'est à la préparation du film. Après, à l'écran, comme tu dis, il y a l'apport d'un savoir-faire de réalisateur, et c'est pas la moindre des choses de devoir ensuite filmer, shooter ton film, une direction d'acteur. Alors même si effectivement Louis de Funès dit que plus personne le dirige à ce moment-là, bon, il y a quand même, à mon avis, des instructions qui sont données, il y a quand même au moins une collaboration, si ce n'est pas une direction, mais il y a tout un travail à faire qui là est un travail de cinéaste. Et comme tu dis, je pense que c'est quand même nourri par la culture de Claude Zidi, par l'audace de Claude Zidi d'assumer effectivement complètement ce côté haut en couleur, ce côté pop. Et moi je trouve, oui, une justesse dans la représentation d'une époque. C'est pour ça, moi, par exemple, que je ne vois pas beaucoup de comédies populaires françaises. Je dois avouer que c'est pas un genre qui m'est très sympathique, même, je dois dire, je suis souvent rebuté, parce que j'ai l'impression, quand je vois en tout cas comment on nous les vend, pour en revenir à la question marketing, j'ai l'impression qu'on nous parle pas du tout de la France d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que justement la comédie populaire, elle a tendance à rester sur ce qu'était Louis de Funès, sur ce qu'était Le Splendide, sur ce qu'était Coluche, enfin, et elle avance plus vraiment. Cocorico numéro 2 ou autre, je sais pas, ça se trouve c'est très bien Cocorico numéro 2, je l'ai pas vu, et je vois pas la plupart de ces films-là parce que je me dis, c'est des films de, excusez-moi du terme, de boomer, qui restent sur des codes sociaux, qui restent sur des archétypes de bourgeois, qui existent encore en France, je dis pas le contraire, mais là on est justement, alors là sur des codes de vaudeville, justement, pas sur du burlesque. J'ai pas l'impression qu'on me parle de la France d'aujourd'hui. Alors que, quand je vois L'aile ou la cuisse, peut-être qu'on l'idéalise, toi comme moi, parce que moi non plus je n'ai pas connu les années 70, et j'ai vu ce film dans les années 90, en imaginant ce qu'étaient les années 70, mais t'as l'impression quand même que ça parle d'une époque. Je dis pas que ça en parle peut-être tout à fait bien, parce que il y avait probablement des critiques justement sur ces représentations-là, sur le grotesque de certaines situations, mais tu retrouves tout ça dans le film. C'est-à-dire que t'as un cirque, t'as le décor séculaire du cirque, t'as ce patrimoine, mais c'est un cirque qui est matiné de la culture du cabaret, de la culture du café-théâtre, dans laquelle Coluche s'était fait connaître, avec Martin Lamotte aussi, qui avait son café-théâtre à l'époque. Donc il y a cette culture-là qui prend de plus en plus de place dans la culture populaire, qui est de plus en plus reconnue par le public via Coluche, via Martin Lamotte et via d'autres personnalités. Il y a tout de même encore Louis de Funès, il y a quand même du pas de def, il y a quand même 2-3 tapisseries criardes, il y a ces personnages un peu babacool autour de Coluche. Je sais pas si on voit un joint circuler, mais en tout cas, si c'est pas là, c'est quand même présent de manière, tu vois, là aussi subliminale. Et il y a la télévision, il y a Philippe Bouvard, une personnalité là aussi un peu controversée d'époque, qui aimait les affrontements, qui aimait la joute verbale, voire les humiliations. Et là, il est un peu question d'une humiliation en public. Il y a tout ça dans le film, et il y a en plus donc toute cette séquence géniale dans l'usine. C'est intéressant de voir la différence de représentation du laboratoire à la fin du film de Jeshua, qui est très gris, très terne, très flippant comme ça, très glauque. Et là, on est dans une usine où il y a des cuves, une cuve orange, une cuve verte. On a l'impression qu'on est dans une espèce d'installation, de dispositif scénique, quelque part entre du Jacques Tati et des couleurs qu'on pouvait trouver dans un épisode de Bugs Bunny. Et bien évidemment, en plus, ce qui sort des chaînes de montage de ce truc est complètement aberrant, complètement gaguesque. Coluche qui se retrouve dans une espèce de terrine géante. Voilà. Je Donc, crois que c'est un vol au vent plutôt. un vol au vent, ouais, c'est peut-être un vol au vent, t'as raison. C'est l'aspect principal de L'aile ou la cuisse qui me séduit. C'est le côté livre de cuisine des années 70 avec ses, tu le mentionnais, hein, ces recettes aberrantes. Et je rebondis sur ce que L'aile ou la cuisse raconte de la France de son époque et sur ces quelques éléments distillés dans le film avec cette jeunesse contestataire qu'on entreaperçoit, qui est constituée par l'entourage de Coluche. Et Coluche, sa première apparition au cinéma, c'est dans un film qui s'appelle L'an 01, qui est un film post-68 art, qui est un commentaire sur voilà, les revendications de mai 68. Donc c'est intéressant de voir qu'il passe de l'an 01 à, si on traverse tout le spectre de la filmographie de Coluche, en excluant Ciao Pantin, il passe de ça à des comédies, on peut le dire, nanardesques, hein, si on parle de Inspecteur la bavure et Banzai, c'est peut-être, comme tu disais, la partie visible de l'iceberg, mais Le maître d'école... Le bon roi d'Agobert aussi, c'est Bon, irregardable. c'est irregardable, franchement. La revanche du serpent à plumes, c'est pas génial non plus. Dans le Non. souvenir, c'est pas super. Pourtant, c'est Gérard Houry, si j'ai pas de bêtises.
bêtises, mais c'est un Gérard Houry un peu fatigué à ce moment-là, je crois. Oui, et justement, fatigué, c'est le bon mot aussi pour L'aile ou la cuisse, à commencer par De Funès, qui était donc en rémission de ses mésaventures de santé, de son infarctus. Ça initie la deuxième partie de la carrière de Funès, et ça initie un mouvement dans la comédie française de cette époque qui bascule avec L'aile ou la cuisse dans les années 80, je trouve. Et c'est pas anodin que Coluche joue dans ce film, et Coluche va devenir la coqueluche du cinéma comique des années 80 en France. De Funès, quant à lui, il a joué notamment dans des suites infâmes du Gendarme, donc on peut penser surtout aux Gendarmes et les extraterrestres, un film dont on pourrait parler des heures, dont j'aimerais parler des heures, Le Gendarme et Gendarmette, et puis son dernier film qui est La soupe aux choux, qui est un autre exemple de comédie à succès, qui n'a pas de tabou par rapport à son aspect très potache, tu veux dire, totalement oui, potache, très grivois. qui m'intéresse particulièrement dans L'aile ou la cuisse, c'est comment le film explore une ruralité. J'en parlais avec Traitement de choc. Ce sont deux films qui se décentralisent de Paris, en tout cas pour quelques scènes, pas tout l'ensemble du film, et qui vont montrer cette France des à côté, donc cette France des restos routiers, des petites auberges, et ça m'évoque le travail d'un photographe qui s'appelle Guillaume Blot, qui s'est beaucoup intéressé aux restos routiers. Donc là, c'est un photographe qui nous est contemporain, et il a sorti un livre avec ses photographies de restos routiers, qui sont des photographies très pop, très colorées, et j'aimerais beaucoup demander à Guillaume Blot si une de ses inspirations c'est L'aile ou la cuisse. Eurydice, que fais-tu? Eurydice, m'entends-tu? Je te cherche, tu te tais. Eurydice, mon amour, où es-tu? Et on termine par le meilleur, par la surprise du chef à la fin de ce menu, pour garder la métaphore culinaire. Parking, un film de Jacques Demy sorti en 1985. Alors, il va falloir faire un pitch de Parking. C'est pas si compliqué que ça, puisque c'est une relecture, une revisite du mythe d'Orphée d'Eurydice. Mais quand même, est-ce que tu peux nous présenter dans quel contexte il place cette revisite du mythe? Alors, Parking s'ouvre sur un hommage à Jean Cocteau qui est à Jean Cocteau qui aimait ces mots magiques. Il était une fois. Tout un programme. Et donc, Parking, c'est un hommage direct de Jacques Demy à son maître Cocteau. C'est une tentative de réinterprétation du mythe d'Orphée que Cocteau avait fait avec le bien nommé Orphée. Demy va situer ce récit mythologique dans le Paris des années 80, aux alentours de Bercy, et va faire de son Orphée une star du rock, à la voix soi-disant irrésistible, dont la femme Eurydice est une plasticienne japonaise à la Yoko Ono. Et via cette trajectoire de chanteur de rock à la vie intense et un peu maudit, il va revisiter ce grand mythe. Et il va convoquer une fois de plus, après Peau d'âne, Jean Marais, l'acteur iconique de Jean Cocteau, qui était sa muse et son amant. Oui, alors je vais enchaîner, je vais te relancer par une question assez franche, que j'ai pas l'habitude de poser à mes invités, mais tu apprécies vraiment ce film? Tu passes vraiment un bon moment en visionnant Parking? En toute honnêteté, oui. Assez étrangement, c'est un film que j'ai découvert tardivement, sachant que j'aime beaucoup Jacques Demy. Donc déjà, je pense que ça joue dans la balance. Et Parking, je m'en étais toujours fait cette idée, on peut dire les termes de grand nanar. C'est un film désavoué, qui a été renié par Jacques Demy, qui correspondait pas du tout à la vision qu'il avait à l'origine. Et donc, j'avais fantasmé ce film comme étant un grand nanar. Et c'est une amie qui me l'a fait découvrir en me disant non, mais on va regarder ça. Et elle était premier degré, quoi. Et en fait, son attitude vis-à-vis du film m'a aidé à percevoir ce qu'il y avait d'authentique, en tout cas de sincère dans Parking. Et je pense que ça m'a un petit peu aiguillée dans mon visionnage. Et je vais pas cacher que c'est un ovni, on peut le dire. Et en même temps, on y retrouve de la poésie propre à Demy. Il y a quelque chose qui me touche dans ce film, c'est justement le fait que ce film soit raté. Et c'est fait avec la candeur propre à Jacques Demy, en fait. Je trouve que la magie du film, la magie de Parking, elle réside dans ça. Déjà, il y a cet hommage à Jean Cocteau dès le générique du film. L'ouverture du film est quand même assez sensationnelle, je trouve. On a un premier plan dans un intérieur un peu chambord à la Peau d'âne, une cheminée, un tapis de fourrure, Francis Huster qui gratte sa guitare, sa femme sur le tapis, et puis la première chanson commence et la caméra effectue un travelling arrière, et puis là, c'est vraiment étonnant. On voit des grosses enceintes
l'enceinte des années 80, etc., là où on était dans ce décor presque à la peau d'âne. Ouais. Et je trouve ça osé. Je vais faire un parallèle avec l'aile ou la cuisse, mais je trouve que Demy, il est toujours sincère dans son utilisation du mauvais goût. Et là où ça marche pas dans Parking, ça marche merveilleusement bien dans d'autres films, mais quand même, Peau d'âne, c'est un film qui frise le mauvais goût en permanence, mais qui est sublime parce que il y a un équilibre très fragile. Enfin, quand même dans Peau d'âne, pour ne citer que ça, Jean Marais, ce roi incestueux affreux du comte de Perrault, Jean Marais avec son costume bariolé s'assoit sur un trône de peluche en forme de chat. Donc il y a des idées qui marchent dans Peau d'âne, pour ne citer que ce film, et qui marchent pas dans Parking. Et ça, c'est ce qui me séduit dans ce film. C'est la candeur de Jacques Demy. Et la musique de Michel Legrand, alors c'est pas une bande originale qui est du niveau de ce que Michel Legrand a pu faire par le passé avec son cinéaste fétiche, mais la musique est quand même très belle. On a cette scène d'ouverture, puis le générique très inventif avec la caméra qui se positionne sur une roue de moto. Tout le générique du film, c'est ça. Et cette musique, bon, un peu chamallow de Michel Legrand, Bonheur d'aimer, très enjoué comme ça. Ouais. Ce qui me séduit dans ce film, c'est un film, et je vais le dire exprès comme ça, qui veut faire Jones, donc dans l'air du temps des années 80, et qui est à côté de la plaque, qui est un film plutôt avec des idéaux des années 60. Ouais, complètement. On peut penser aux Demoiselles de Rochefort, tout ça, mais en fait, du coup, ça ne fonctionne pas. Ben oui, non mais alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur la candeur et la sincérité de Jacques Demy, hein. Effectivement, c'est comme ça que tu peux racheter le film, effectivement. Et c'est un film, je crois que j'ai pas eu beaucoup d'exemples dans Bizarroïde, c'est un cas particulier parce que là c'est un film raté. T'as dit le mot, t'as dit c'est un film raté. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'invités qui m'aient proposé des films ratés. Ils m'ont proposé des films un peu bancals. Là, c'est un ratage pour moi qui est vraiment, mais c'est droit dans le mur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'Orphée va aux enfers. C'est Oui. en projetant sa moto contre un mur de parking. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu la métaphore qu'on pourrait voir dans le film. Oui, c'est un ratage. C'est pas une question de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. C'est pas une question de est-ce que l'idée de départ était bonne ou elle était mauvaise. Il y a peut-être l'hypothèse que c'est une fausse bonne idée, peut-être. Le concept de prendre un mythe et de le revisiter, ça, je pense que c'est passé par la tête de 99,9% de tous les cinéastes du monde. Tu vois, à un moment ou à un autre, de partir du canevas d'un mythe et d'essayer de le transposer dans un univers contemporain ou en tout cas une autre époque et d'essayer de dire mais comment je vais trouver l'équivalence de ci comme ça. Les frères Cohen ont fait une revisite de l'Odyssée avec O Brother par exemple. Est-ce que c'est fondamentalement une fausse bonne idée? Bah non, parce que tu vois, O Brother c'est pas le meilleur film des frères Cohen, mais je trouve que c'est assez réussi sur certains plans. C'est pas tant ça le problème, c'est que là bah il s'est clairement planté, mais je pense que t'as très bien posé ton diagnostic, c'est-à-dire que c'est un auteur qui n'est plus dans son époque, il est pas dans sa décennie c'était les années 60, potentiellement les années 70. Je connais moins la carrière de Jacques Demy, il avait fait, c'est Lady Oscar aussi, Jacques Demy, voilà, Oui, au Lady Oscar. Japon, qui est un film qui est adulé au Japon, voilà, qui doit être, je pense aussi un objet très particulier. La révolution revue façon romantisme pop, japonisant façon Lady Oscar, ça doit être aussi un objet très intéressant. Mais là, on est en 85 et clairement, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Alors, j'ai vu sur internet qu'il aurait voulu David Bowie, en fait, c'est un projet qu'il avait déjà depuis très longtemps et il aurait voulu le David Bowie époque Ziggy Stardust ou Aladdin Sane, le David Bowie glam rock, on va dire, et si ce n'est David Bowie, en tout cas, une espèce de personnage glam rock. Le David Bowie français qui était Alain Kahn, par exemple, il aurait pu prendre, voilà. Et là, on se retrouve en 85 avec, bah, quand tu peux pas avoir David Bowie, tu prends qui? Bah, bien sûr, tu prends Francis Huster. Ça coule de source. Ça fait partie du ratage du film. Bon, on va en parler. Ah non, Du mais c'est casting le de Francis Huster, c'est l'élément principal du foirage de Parking. Ah oui, oui. Il y aurait pas celui-là de ratage. C'est clair que le film gagnerait des points sérieusement parce que comme tu dis, il y a une direction artistique, il y a une ambiance, il y a un traitement des couleurs, il y a quelque chose dans le film. Mais alors, le problème, c'est de construire le film autour d'un personnage de rockstar de toute pièce, c'est-à-dire il peut pas avoir la persona de David Bowie pour créer son film. Moi, je pense qu'il aurait carrément dû faire un film, s'il avait pu, faire un film avec réellement le personnage, c'est pas l'équivalent de David Bowie, c'est carrément David Bowie. Idéalement, ce film, il fonctionnerait si c'était vraiment un film de chanteur, on va dire, entre guillemets, comme les Beatles ont eu Quatre garçons dans le vent et Yellow Submarine. Il aurait fallu l'équivalent alors des années 80, donc Bowie était encore en activité, il était en son époque Let's Dance, Tonight, un Daniel Balavoine par exemple, tu vois, une figure des années 80, un personnage comme Balavoine, ça aurait été parfait et ça aurait été vraiment Balavoine ou Daniel Bavoilane, un alias mais qui colle de très près à la personnalité de Balavoine. Là le problème c'est qu'il essaie de construire une personnalité de star autour de Francis Huster dès le début du film, puisque ça commence avec la voix de Francis Huster et que Francis Huster chante de toute façon quasi l'intégralité de la bande originale, à part une séquence, tu sais, Célébration, je crois que ça s'appelle ce morceau, où c'est chorale, voilà, c'est une espèce de chorale d'au moins 100 ou 200 hommes et femmes. Et qui est, je trouve, la chanson la plus ratée du film. Cette chanson de Pas faux.
vibrations, difficilement écoutables. Enfin, franchement, Francis Huster, redonnons-lui un peu de crédit parce que sa candeur, encore une fois, participe au charme du film. Charme qui est quand même très dissimulé dans Parking. Bah, pour l'anecdote, en fait, Demy se tenait à ça. En fait, il n'a jamais fait chanter ses interprètes. Il les faisait toujours doubler par des vrais chanteurs, des vraies chanteuses. Jacques Revaux, par exemple, qui doublait Jacques Perrin, voilà. Bah là, c'est Daniel Lévy qui devait chanter, sauf que Huster a insisté. On ne sait pas trop ce qui s'est tracté dans l'ombre pour que Demy cède, mais Huster a fini par interpréter ses chansons. Mais comment même Michel Legrand n'a même pas réagi sur ça? Enfin, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un film qui a aucun équivalent. C'est un ratage monumental et en même temps qui est plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions. Et c'est un film, je trouve, qui questionne beaucoup Parking. On parlait tout à l'heure du fait que Demy, c'est un cinéaste qui appartient plutôt à la décennie des années 60, certes. Il a fait quelques bons films dans les années 70 qui sont peut-être mineurs par rapport à ses grands succès des années 60. J'en parlais tout à l'heure, l'événement le plus important. Enfin, il a réalisé ce film comme une comédie populaire, efficace, avec ce couple à l'écran, comme à la ville, formé par Deneuve et Mastroianni, qui sont fabuleux. J'aime beaucoup Le joueur de flûte avec Donovan, qui est un film sur l'Inquisition allemande et sur la peste. Puis les années 80 commencent avec Une chambre en ville, qui est son chant du cygne. Et bon, après Une chambre en ville, ce projet très bancal qui est Parking, c'est quand même pas totalement de sa faute à Jacques Demy parce que le film a dû être réalisé très vite. On le sent quand on le regarde. Il y a ce retournement de situation avec Huster qui veut chanter la partition de Legrand. Il y a plein d'éléments comme ça qui ont participé à ce que le film soit carrément renié par Jacques Demy, qui était extrêmement déçu par le résultat final. Et si je reviens à Francis Huster, à sa manière de chanter et de prononcer les mots, ça me démange, j'ai envie de chanter comme Francis Huster. Bah, ça se prête pas à sa voix comme ça, nasillarde, très particulière de Francis Huster. Elle se prête pas du tout au côté un peu, tu sais, free jazz de la fin des phrases musicales de Michel Legrand. Donc il est obligé de faire traîner sa voix nasillarde. Le fifou de toi. Ouais. Je sais pas s'il est fait pour chanter tout et n'importe quoi, mais surtout Michel Legrand avec ses bababa babo baba. Enfin, tu vois, typique de Michel Legrand. Ça se prête absolument pas à la voix de Huster. Mais pour moi, le problème, c'est pas simplement la voix. C'est Huster tout entier. Le truc où là, vraiment, j'ai éclaté de rire. Je suis désolé de traiter le film comme ça, mais je dois avouer que j'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu sais, c'est les visuels du chanteur, les visuels, les affiches du spectacle, où t'as une espèce de Francis Huster, donc de Orphée. On dirait la pute Narta, tu sais. À la fin, la fille saute en l'air. Je suis fraîche toute la journée. Il est dans des positions, mais ridicules. Et il est ringard, en fait. Il est complètement ringard. Complètement ringard, il a ce toujours chanteur. ce côté béat. Parfois, tu te demandes s'il n'y a pas un côté gourou de secte chez lui, tu sais. Il est habillé tout en blanc avec cette foule. Oui, mais la comédie musicale, c'est ça, en fait. La comédie musicale, c'est sectaire. Il y a une merveilleuse séquence dans Sweet Charity de Bob Fosse qui met en scène carrément un processus d'envoûtement par Sammy Davis Jr. C'est la chanson Rhythm of Life. Et c'est un envoûtement sectaire avec des hippies hirsutes qui ressemblent presque à des zombies. Et là, je trouve qu'il raconte quelque chose d'intéressant, Demy, parce que c'est quelqu'un qui adore la comédie musicale, qui a mis en scène des comédies musicales très inspirées de films classiques américains. Là, peut-être que ça participe, alors malgré lui, je lui donnerais peut-être pas cette intention-là, mais en effet, il y a un côté gourou chez Francis Huster, et puis Béa complètement shooté presque. Et déjà, à l'époque de la sortie du film, cette décennie 80, déjà fantasmée, en fait. L'idée que l'on peut se faire des années 80 si on n'a pas vécu cette époque, c'est Parking. Dans les choix de costumes, d'effets visuels, de couleurs, de mouvements de caméra, de musique, d'orchestration, parce que Legrand, quand même, son orchestration se synthétise un petit peu. Oui. Puis même, parlons des costumes, quand même. Donc on a des grandes épaulettes de Marie-France Pizier, entre autres, et cette espèce de combinaison pilou-pilou blanche de Francis Huster, et son bandeau qui, pendant une séquence, s'allume. Il y a des loupiottes sur le bandeau de gym de Francis Huster. Ça, c'est iconique. Bah, c'est iconique, mais iconique dans l'univers de Parking, mais ça correspond à rien, tu vois. Enfin, oui, bien sûr qu'il y a des codes vestimentaires, il y a des motifs esthétiques qui sont propres aux années 80, mais aux années 80 vus par quelqu'un qui ne comprend pas que musicalement, Michel Legrand, oui, certes, l'orchestration, les arrangements ont évolué depuis les années 60, mais la musique de Michel Legrand, elle a rien à faire là. Pas dans ce contexte-là, en tout cas. S'il avait décidé de raconter une histoire d'amour qui rappelle Orphée, sans que ce soit une star qui doit passer à Bercy. En plus, Bercy, si je dis pas de bêtises, a été inauguré en
84. Donc c'est un lieu tout récent à ce moment-là. Tu vois, on est dans les années 80, c'est nouveau, c'est neuf, c'est branché, tu vois. Donc ce personnage qui doit être une star comme ça pour la jeunesse, autant les hommes que les femmes, il veut plaire à tout le monde, comme il dit, il veut séduire tout le monde, il le séduit avec des chansons qui sont absolument improbables pour l'époque. Il faudrait un Jean-Jacques Goldman, faudrait un Balavoine, on aime ou qu'on n'aime pas les chanteurs de cette époque, ou une Jeanne Masse, tu vois, si tu veux faire un côté un peu star qui se veut pop star, maquillée avec un univers. Mais là, ça n'a aucun rapport, les chansons qu'on a dans le film. Bonheur de vivre, la chanson Bonheur de vivre, tu vois, tu te dis, mais à quel moment cette chanson peut être un tube? Oui, mais dans l'univers Le Grand Demi, ça fait sens. Bonheur de vivre, Oui. bonheur d'aimer, c'est un film qui sort en pleine crise du sida, dont Demi est mort. Donc ça a été Ouais. révélé assez récemment, en 2008, parce que Jacques Demy est mort en 1990, apparemment des suites d'un cancer, et donc ça a été révélé par sa famille plus tard qu'il est mort du sida. Bonheur de vivre, bonheur d'aimer, il y a cette candeur qui est véhiculée par les forains dans Les Demoiselles de Rochefort, et en même temps, il y a toujours chez Demy, il y a toujours quelque chose de sombre, il y a ce Paris industriel, enfin presque futuriste de Bercy, ce Paris blafard, et ce chanteur déconnecté, presque drogué d'ailleurs, sa compagne, qui est jouée par Keito Ito, elle est toxicomane. La cocaïne Voilà. qui était... Non, c'est elle est héroïnomane. Elle est héroïnomane, mais Ouais. c'est un film cocaïné, totalement. Oui, Enfin, Parking, c'est cocaïne. un film, Voilà. on sent qu'il a été construit sous C'était cocaïne. les drogues qui prenaient énormément de place dans le milieu du spectacle, en tout cas à l'époque, comme on disait, c'est vrai que c'est très années 80 ça. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Demy, ce qui me séduit dans Parking, on peut rapporter ça aussi à Traitement de choc et La Loue la cuisse, c'est que ce sont des films ou des cinéastes qui sont assez occultés par le milieu de la critique en France. Demy, il a été réhabilité, mais on sent que c'est un peu une zone grise dans la cinéphilie française. Il est plus adulé à l'étranger. Tu parlais du Japon tout à l'heure, c'est le cas aux États-Unis, enfin dans les pays anglophones. Et en France, il y a quelque chose qui coince encore généralement avec Jacques Demy quand on mentionne ses films, même ses films populaires. Et donc Parking, j'imagine que si on n'est pas sensible à son cinéma, c'est d'autant plus douloureux. Enfin, ça peut être une épreuve. Mais c'est un film, il y a plein de choses qui se passent. Enfin, on est en 85, donc crise du sida. Tu parlais de Francis Huster, donc Orphée qui veut plaire à tout le monde. Orphée est ouvertement bisexuel dans ce film. Des films français haut en couleur, pop, kitsch, qui versent totalement dans le kitsch de cette époque-là, qui en plus parlent de ces sujets-là, et donc qui sont comme une confession intime de la part de Jacques Demy. Enfin, je trouve ça assez fort, quoi. C'est un film bisexuel. Il roule des galoches à son producteur dans une boîte. Enfin, c'est frontal, quoi. C'est là, on n'est pas dans du cryptique dans ce film-là. Oui, mais alors c'est Puis, très étrange parce que c'est pas non plus un film queer. Tu vois, c'est-à-dire que le personnage d'Orphée, il est pas non plus ses poses, son look, son sourire étrange. Ça, c'est l'étrangeté et de Jacques Demy et de Francis Huster, mais c'est pas non plus une icône queer du tout. Ça pourrait venir de manière cohérente dans le film si on avait un personnage, David Bowie, pour le coup, tu vois, l'androgynie de David Bowie, pour en revenir à David Bowie. Là, c'est autre, c'est ailleurs, dans les esthétiques. c'est dans l'esthétique parce qu'en fait, Demy, c'est un cinéaste qui travaille le camp, donc cette expression surannée, ce style ouvertement coloré, Ouais. outrageux, etc. Et donc le camp qui est un mode d'expression propre à la comédie musicale hollywoodienne. Et donc par ça, il est queer dans son style. Et je pense que c'est plus pour ce que Jacques Demy incarne et pour l'esthétique de ses films qui peut être considéré comme queer. Et là, ce que je trouve frappant dans Parking, là c'est frontal en fait. Ce qui se dessinait dans ses autres films et qui passait par son esthétique, c'est frontal dans Parking, avec cette scène-là, avec des paroles d'une chanson, la chanson qui est enregistrée en studio. C'est une scène assez douloureuse pour les oreilles d'ailleurs. Entre vous deux, mon cœur balance, de toi à toi, ma vie s'élance. Entre la figue et le raisin, entre le beau blond et la brune. Bon, voilà, les paroles sont d'un autre temps aussi, enfin totalement déphasées avec leur époque. En tout cas, c'est un cas de film qui est peu commenté et qui mérite à être exploré sous un autre ton que celui de la rigolade. Alors oui, on peut gloser des heures sur tout ce qui est grotesque et tout ce qui ne va pas dans le Parking, mais c'est une expérience de cinéma et après tout, on est là pour ça. Mais les propositions esthétiques autour de, comme tu dis, de ce côté urbain, gris, presque futuriste, comme tu l'as dit, et intemporel aussi, donc puisque ça fait aussi la liaison avec le mythe d'Orphée et l'enfer, donc le Parking. Pourquoi le film s'appelle Parking? Parce que on va dire que les 7 cercles de l'enfer, on va dire que c'est les niveaux souterrains du parking et que la représentation de l'enfer se passe dans un parking souterrain ou peut-être aussi dans une sorte d'entrepôt, enfin bref, dans des décors comme ça très industriels, très urbains et très gris. Moi, je trouve ça intéressant de voir Jacques Demy qui s'intéresse à cette esthétique-là, qui va donc chercher quelque chose de très différent des côtés pastel, solaire des Demoiselles de Rochefort, du côté fantasy, conte de fées, très kitsch, comme tu le disais, volontairement kitsch de Podane. Moi, pour le coup, ça, je trouve ça réussi, pas réussi. En tout cas, je trouve qu'il y a plein de propositions intéressantes là-dedans. Il
il traite l'image, je pense que ça doit être avec la même technologie que Tron, c'est-à-dire que c'est filmé en noir et blanc et recolorisé sur certains aspects, des notes de rouge sur le costume de Hadès, donc qui est joué par Jean Marais. Là aussi, ça fait la liaison avec Jean Cocteau, bien sûr, Jean Marais, et avec aussi, plus généralement, un patrimoine fantastique français qu'on a aussi un peu tendance à oublier, mais il y a eu beaucoup de films fantastiques qui se basaient aussi sur des éléments mythologiques, sur des représentations du diable, sur des pactes faustiens dans les années 40-50, voilà, la main du diable, la beauté du diable, la fiancée des ténèbres, les visiteurs du soir, etc. C'est touchant, c'est beau de voir que Jean Marais, à l'époque, un magnifique Jean Marais septuagénaire interprète Hadès, et une aussi magnifique Marie-France Pizier qui interprète Perséphone. Mais tu vois, ces propositions-là, elles sont assez radicales, visuellement, elles sont assez risquées à mon avis pour l'époque, parce que, donc même techniquement, ça peut complètement foirer une fois tu le traites à la post-production, je pense que ça représentait un risque. Moi, c'est des images que je garderai de ce film. S'il y a quelque chose que je trouve positif, c'est toute cette idée-là, quand il doit représenter le mythe, quand il doit donc justement faire une espèce de mise à jour du mythe par ces images radicales d'une certaine façon, je trouve qu'il est inspiré. Tu te dis, ah tiens, il était encore inspiré à ce moment-là, Jacques Demy. Bah, à ce moment-là, il est finalement pas si loin de ce qu'on appelait à l'époque le cinéma du look, Jean-Jacques Benex, les premiers films de Léo Scarax, de Luc Besson, voilà, de ces tendances esthétiques qui étaient apportées par une nouvelle génération de cinéastes dans le cinéma français. Il nous fait pas ce qu'il faisait il y a 20 ans en pire. C'est pas une imagerie kitschos des années 60 en pire, comme certains réalisateurs qui à un moment perdent un peu leur savoir-faire. Je pense à Dario Argento dans un autre domaine, mais la flamboyance d'un Dario Argento des années 70, début 80, après s'est dégradée dans les films suivants. Burton aujourd'hui, moi voilà, j'ai l'impression que Burton fait du sous-Burton depuis maintenant déjà presque 20 ans, tu vois. Et là, pour le coup, c'est pas ça, c'est pas du sous-demi dans ces images-là. C'est autre chose. La scène d'ouverture, comme tu dis, la lumière, ces couleurs un peu ternes, automnales, je trouve que ça fonctionne bien, donc il s'essaye à autre chose, il tente de s'ouvrir à un autre univers, et ce qui est dommage, c'est donc tout le côté comédie musicale qui pour moi fonctionne pas du tout, à la fois dans son époque, en lien avec son époque, avec ce que ça va raconter d'une époque, à contrario des autres films dont on a parlé dans ce podcast, c'est que là, moi je me demande ce que raconte le film au final sur son époque. Alors bien évidemment, comme tu dis, si tu te réfères au fait que peut-être Jacques Demy était peut-être déjà malade, se savait déjà malade, en tout cas, il y a déjà cette question autour de la mort, où il questionne sa propre mort, l'auteur questionne sa propre mort, et peut-être des choses autour du sida, des drogues, des choses comme ça des années 80. Oui, peut-être qu'effectivement tu peux trouver un fond au film, mais sinon pour moi c'est un peu un exercice de style, un peu en circuit clos, un peu dans un laboratoire en milieu neutre, comme on dit, décorrélé de questions qui devraient se poser dans un univers en lien avec toi, avec ta réalité. On a tous les éléments du mythe d'Orphée, les uns après les autres, ok. Il a coché les cases, et à la fin, finalement, pourquoi? C'est ça pour moi qui manque au film, et qui fait que t'as vraiment l'impression d'un réalisateur à qui il manque une lucidité. Il a débranché certaines parties justement de son cerveau pour se concentrer et aller à fond sur l'écrin esthétique du film, sur l'exercice de style du film, et je trouve que ça pêche vraiment, surtout quand tu le revois 40 ans plus tard. Tu te dis, ah oui, bah alors du coup, qu'est-ce qu'il en reste de ce film? Bah, t'as un peu de mal à le comprendre, quoi. On peut donner ce crédit à Jacques Demy d'avoir essayé de se renouveler, de s'adapter à une époque. Ça n'a pas fonctionné, mais ça rejoint quelque chose que je pense que les cinéastes, surtout les cinéastes qui parlent de la jeunesse, sont in à un moment de leur carrière et out à un autre moment. Je prends souvent l'exemple d'Éric Rohmer. Je trouve que Éric Rohmer, à l'époque où il réalise Les Nuits de la pleine lune, il est mais totalement connecté à la jeunesse de son époque, et ça fonctionne extrêmement bien, là où ça va être moins le cas, à mon sens, à partir des années 90-2000. Mais Jacques Demy, là, bon ben oui, il loupe le coche, et en même temps, c'est un foirage, mais c'est un foirage grandiloquent. Honnête, en tout cas. Honnête. L'intégrité, en tout cas, tu peux pas remettre en question. Exactement. Il n'y a rien de cynique chez Demy. On retrouve quelque chose de l'enfance chez Jacques Demy. Il y a un émerveillement, il y a une volonté d'expérimenter, quoi qu'il en soit, de renouveler l'expression poétique dans la tradition du réalisme poétique. C'est un film qui est plus ancré dans les années 40, enfin en tout cas qui va plus rendre hommage aux années 30, 40, à cette tradition du cinéma français. Sauf que le rétrofuturisme ne fonctionne pas ici, mais en fait Parking, je le regarde plus en ayant en tête les intentions de Jacques Demy et ce qu'il aurait voulu faire de ce film. Et en même temps, c'est quand même assez jubilatoire. Alors, c'est pas un film qu'on regarderait en boucle, mais il y a quelque chose de jubilatoire, justement, de comique malgré lui. Demy, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal travaillé le comique aussi. C'est pas quelque chose qu'on mentionne souvent, mais Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film marrant, quoi. C'est un film avec des répliques qui rebondissent. Enfin, sauf que là, bon, malheureusement, on rigole contre le film. C'est quelqu'un qui a questionné le kitsch, en tout cas, à une époque. Je pense qu'il était conscient du degré de kitsch de ses films, et qui disait, oui, je suis conscient qu'on peut vraiment, si on pousse encore les potards, on bascule complètement dans du ridicule et dans quelque chose que le public peut plus du tout accepter. Tu vois, quand il y a un hélicoptère à la fin de Peau d'âne, je pense que c'est ça
qu'il veut te dire. Tu vois, c'est un clin d'œil en disant, voilà, vous avez vu, je vais jusqu'à mettre un hélicoptère dans peau d'âne. Il y a un geste artistique un petit peu surréaliste aussi dans tout ça, mais je pense qu'un bon surréaliste, c'est quelqu'un qui a de l'humour forcément. Bien évidemment, si tu vois la profondeur du geste artistique, c'est tant mieux. Mais si en tout cas, tu as vu d'abord une fantaisie, ils sont déjà contents du travail de fantaisie qu'ils ont fait. Et je pense que Jacques Demy, mais je l'ai bien évidemment pas connu, mais je me dis que peut-être que si quelqu'un lui disait, je passe un moment agréable, je finis joyeux, enjoué, plein d'énergie après un de vos films des années 60, et tel moment m'a même fait rire, tel effet m'amuse, voilà. Je pense pas qu'il se serait vexé et dire, mais vous comprenez pas, je suis un grand artiste maudit. Et là, le problème, c'est que dans Parking, il n'y a pas vraiment d'occasion où tu peux te dire, ah, peut-être que là, c'est volontaire. La tentation du grotesque, du kitsch, et surtout pas de la part de Francis Huster, parce que je pense qu'il y a une personnalité qui est gênante dans ce projet, qui nuit au projet. Comme tu l'as dit, il a voulu chanter lui-même les trucs. C'est Francis Huster. Alors, c'est peut-être ce qui fait aussi l'attrait du film. Avant de voir ce film, moi, j'avais déjà vu une vidéo compile sur YouTube qui s'appelle Francis Huster chante dans Parking ou quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Et bien évidemment que pour certains qui veulent avoir justement, là, on en revient à la question de la lecture nanar des choses, le principal attrait du film, ça va être Francis Huster, qui avait déjà un titre de noblesse à son palmarès, qui était Le Faucon 2 ans plus tôt, qui est connu pour être l'un des plus grands nanars du cinéma français, avec un Francis Huster en star d'action, qui est complètement à côté de la plaque et qui fait un peu n'importe quoi. En fait, Huster, s'il n'est pas un tragédien, ça fonctionne pas vraiment. Ouais. Huster, j'avais ce souvenir, ayant fait des études littéraires, de Lorenzaccio à la Comédie Française. Il est incroyable en Lorenzaccio. Et c'est un mystère, en fait. Comment cet acteur est passé de ça à, tu dis, Le Faucon et Parking, qui sont des énigmes à résoudre. Et en toute honnêteté, si ce n'était pas pour Francis Huster, pourquoi est-ce qu'on verrait ou on reverrait Parking? Mais parce que je pense que Jacques Demy a vu chez lui une candeur, un côté enfant qui correspondait au rôle et qui lui rappelait lui-même sa propre sensibilité. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça chez Francis Huster. Francis Huster, j'ai l'impression, après je veux pas le diffamer ou partir dans des théories douteuses sur Francis Huster, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Francis Huster, c'est quelqu'un qui est pas toujours conscient du potentiel de ridicule qu'il a. Il a ce côté un peu parfois émerveillé, il s'auto-émerveille lui-même. Je conclurai l'épisode là-dessus, c'est que je regrette que, en dehors des deux films qu'on a cités, Le Faucon et Parking, il n'y ait pas davantage de bizarroïdes chez Francis Huster, qu'il n'ait pas été davantage affilié à des projets bizarroïdes, à des rôles bizarroïdes, parce que je pense qu'il a complètement le potentiel pour ça. Qu'il s'en rende compte ou non, tu vois, que ce soit volontaire ou involontaire, que ça se retourne contre lui, c'est pas grave, il y a quand même quelque chose qui serait intéressant à revoir. Et là, on parle de deux films des années 80 pour Le Faucon et pour Parking. Pourquoi depuis, il a fait des rôles à la télé, tu vois, des rôles de héros romantiques à la télé, ou de flics, ou de ce que propose la télé hertzienne, enfin la télé historique comme TF1, comme le service public, hein. Il a surtout fait ça, et puis le théâtre, mais donner des rôles étranges, je sais pas, chez Quentin Dupieux, ou je sais pas, même des réalisateurs qui aiment bien les seconds rôles décalés, un Pascal Thomas, un Podalides, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Francis Huster dans un rôle où il est un petit peu étrange, où il a cette diction, il a ce regard bleu exalté, cette espèce de romantisme complètement à côté de la plaque, mais ça aurait sa place dans quelque chose qui effectivement, alors là, pour le coup, serait une comédie, une farce, ou serait un film fantastique. Le rôle qu'a Jean Marais dans ce film-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Francis Huster, l'équivalent de Francis Huster, qui en plus maintenant a la tête qu'avait Jean Marais, s'est fait la tête qu'avait Jean Marais à cette époque-là. Maintenant, Francis Huster a les cheveux blancs, la barbe blanche. Il est magnifique, hein. Là, pour le coup, je suis premier degré, hein. Il est très graphique, en plus, Francis. Une question à poser à son agent. Que faites-vous? Voilà, à son agent et au producteur, aux décideurs du cinéma français, chez qui apparemment il suscite pas ce désir-là chez ces personnes, ou alors lui-même, voilà, n'a pas envie d'incarner ces choses-là, se rêve encore en Lorenzaccio aujourd'hui à son âge, et c'est dommage parce que je pense qu'on passe à côté de quelque chose, quoi. Francis Huster chez Claude Zidi, ça aurait été quelque chose. Mais peut-être, ouais, on sait pas. Ouais. En méchant chez Claude Zidi. Oui. En grand méchant chez Claude Zidi, tu vois. Ouais. Personnage menaçant, inquiétant, ça fonctionnerait bien. Bonheur partagé, bonheur subtil.